Depuis toujours, nous cohabitons sur la Terre avec une grande biodiversité et donc une grande diversité de ressources génétiques. Les communautés humaines ont développé des savoirs sur les organismes les entourant et ont appris à les utiliser pour se nourrir, se soigner et améliorer leur qualité de vie. La préservation de la biodiversité est donc un enjeu scientifique, politique, social, culturel et économique. Pour répondre au problème du déclin de la biodiversité actuelle, en 1992, une majorité d'États se sont accordés pour une convention sur la diversité biologique, la CDB. Elle avait 3 buts principaux. Premièrement, la conservation de la biodiversité. Deuxièmement, l'utilisation durable des ressources. Et finalement, le partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques. Le protocole de Nagoya, un protocole ayant pour but de mieux répondre au 3e objectif de la CDB, a été adopté en 2010 à Nagoya, au Japon. C'est en 2014, après plusieurs années de négociations, qu'il a été mis en vigueur alors que 50 États l'avaient ratifié. Le protocole de Nagoya a pour but d'assurer une plus grande transparence entre les fournisseurs et les utilisateurs des ressources génétiques. Désormais, 136 pays ont ratifié le protocole et ces pays sont appelés les parties. Nous allons donc vous présenter les grandes lignes du protocole de Nagoya et comment celui-ci a été mis en place à niveau suisse. Nous finirons ensuite par un exemple concret. Le protocole de Nagoya s'inscrit dans la continuité de la CDB et a pour but la mise en œuvre du Conseil d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages liés à leur utilisation, APA. L'article 6 du protocole précise que tout utilisateur des ressources doit valider le consentement préalable en connaissance des causes, CPCC, auprès du fournisseur. Quant à l'article 5 du protocole, il précise que le partage des avantages doit être juste et équitable avec le fournisseur des ressources et doit être soumis à des conditions convenues d'un commun accord, CCCA. Les utilisateurs des ressources doivent donc obtenir le consentement préalable du fournisseur et s'accorder avec lui sur les conditions relatives au partage des avantages. Les avantages en question ne sont pas uniquement d'ordre monétaire, mais concernent également le transfert des savoirs et des technologies ou la reconnaissance obtenue par le biais des ressources exploitées. Concernant les mesures législatives, administratives et politiques, l'article 13 insiste sur la nécessité d'avoir des correspondants nationaux et des autorités nationales compétentes pour délivrer les informations aux utilisateurs. L'article 14 lui propose la création d'un centre d'échange international afin de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du protocole. Finalement, 2 moyens de mise en œuvre viennent s'ajouter pour assurer une application correcte des recommandations. D'un côté, la mise en place des points de contrôle nationaux qui ont la responsabilité de surveiller l'utilisation des ressources génétiques et détecter d'éventuelles violations du protocole. Et d'un autre côté, la distribution des certificats de conformité internationalement reconnus pour que les utilisateurs puissent attester du suivi des procédures. En 2014, la Suisse a ratifié le protocole de Nagoya et a ajouté dans sa loi sur la protection de la nature des dispositions concernant l'accès aux ressources génétiques. C'est dans le chapitre 3C que les 4 nouveaux articles 23N, 23O, P et Q qui font référence aux ressources génétiques ont été intégrés. Concrètement, 2 situations existent. Premièrement, un utilisateur suisse veut avoir accès à des ressources génétiques extérieures. Et deuxièmement, un utilisateur veut avoir accès aux ressources génétiques suisses. Dans le premier cas, l'utilisateur doit remplir le devoir de diligence et répondre à l'obligation de notification. Cela dit, certaines ressources génétiques ne sont pas soumises au devoir de diligence, comme par exemple les ressources qui proviennent de pays n'ayant pas ratifié le protocole ou n'ayant pas de réglementation interne en matière d'APA. Les ressources génétiques humaines sont également concernées et les marchandises et les biens de consommation. L'obligation de notification, elle,
correspond simplement à l'obtention du droit de diligence avant toute mise sur le marché d'un quelconque produit basé sur des ressources génétiques. Cette notification doit se faire à l'OFEV, qui a été désignée comme autorité compétente par l'ordonnance de Nagoya en 2016. Il faut également noter que les articles 23N et 23O ne s'appliquent pas uniquement pour les ressources génétiques, mais selon l'article 23P, ils s'appliquent aussi pour les connaissances traditionnelles. Dans le deuxième cas, et selon l'article 23Q, le Conseil fédéral peut soumettre l'accès aux ressources génétiques sur le territoire suisse à une autorisation ainsi qu'un contrat régissant l'utilisation des ressources et le partage des avantages qui en découlent. Finalement, le protocole n'est pas très contraignant en termes de durabilité, puisque seul l'article 9 encourage les utilisateurs et les fournisseurs à orienter les avantages vers une utilisation durable et une utilisation qui vise la conservation de la biodiversité. Par contre, il offre un réel cadre réglementaire contraignant pour que les communautés puissent protéger leur savoir et leurs ressources et ainsi se défendre en cas de violation de leurs droits. Avant l'existence du protocole, il n'y avait que des lignes directrices non contraignantes qui détaillaient le troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique. Il était donc plus difficile de lutter contre l'appropriation illégitime et illégale des savoirs traditionnels et des ressources génétiques. Par exemple, en 2008, une entreprise allemande a produit un médicament contre la toux, le sirop Umcalo-Abo. C'est un sirop à base de Pelargonium du Cap, une plante médicinale utilisée depuis toujours par des communautés d'Afrique du Sud. Cette entreprise avait commercialisé et breveté ce médicament sans l'accord préalable de la communauté détentrice du savoir traditionnel lié à cette ressource. Suite à cet événement, des ONG ont aidé la communauté lésée à faire valoir ses droits et à déposer des recours contre les brevets. Les brevets obtenus par l'entreprise en question ont donc finalement été révoqués. Grâce au protocole de Nagoya et à travers le consentement préalable et les conditions convenues d'un commun accord, ce type de situation devrait à l'avenir pouvoir être évité. Désormais, des cadres législatifs nationaux devraient permettre à chaque communauté de faire valoir ses droits.